Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'étrange disparition de Jennifer Pandos. Alors, restez là. Cette histoire se passe aux États-Unis, dans l'État de Virginie, à Williamsburg plus précisément, chez la famille Pandos. La famille Pandos est composée de Margie, la mère, de Ron, le père, Stephen, le frère aîné, et Jennifer, la petite sœur. Nous sommes le 9 février 1987, il fait froid ce soir-là à Williamsburg. Jennifer a maintenant 15 ans, et Stephen, lui, est à l'université. Après un dîner en famille, Margie retrouve Jennifer dans sa chambre pour lui donner le téléphone de la maison afin qu'elle puisse appeler sa grand-mère. Jennifer la remercie et Margie quitte la chambre pour aller se coucher. Le lendemain matin, Margie n'entend pas l'eau de la douche couler comme tous les matins. Elle pense alors que sa fille ne s'est pas réveillée. Alors elle se rend jusqu'à sa chambre, elle pousse la porte, mais surprise, elle est verrouillée de l'intérieur. Elle tape à la porte, elle appelle Jennifer, mais elle n'a pas de réponse. Elle va réveiller son mari Ron, et ensemble, après plusieurs minutes, ils arrivent à débloquer la porte et à entrer dans la chambre de Jennifer. Elle n'est pas là, il manque son manteau, son sac à main, mais ses lentilles et son appareil dentaire sont retrouvés dans sa chambre. Et il y a une lettre très étrange sur son lit. Monsieur et Madame Pandos, votre fille est avec moi. Elle va bien, mais elle a des problèmes. Elle a besoin de passer un peu de temps loin d'ici. 3 à 5 jours, maximum. Elle est comme une fille pour moi, et je suis comme un père pour elle. Voici ce que vous dit Jennifer. Je vais bien, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Allez au travail demain, j'essaierai de vous appeler. Je n'appellerai pas à la maison, mais au travail de l'un d'entre vous. Annulez mon rendez-vous chez le médecin vendredi. S'il vous plaît, déposez un peu d'argent sur mon compte bancaire. N'appelez pas la police. Je saurai facilement si vous l'avez fait ou pas. Je ne reviendrai peut-être jamais à la maison, donc dites seulement à mes amis que je suis malade. S'il vous plaît, faites ce que je demande. Jennifer est une adolescente de 15 ans, tête brûlée et sans filtre, qui a la réputation de ne pas avoir froid aux yeux. Elle est très amoureuse d'un garçon, Tony Tobler. Elle a flashé sur lui au lycée. À l'époque, Tony sortait avec une certaine Cory, et dès lors qu'ils ont décidé de faire une pause, Tony s'est rapidement mis avec Jennifer. Le problème, c'est que Jennifer s'est retrouvée assez rapidement enceinte, ce qui a été une très grosse source d'embarras pour ses parents. Alors, elle a très vite avorté et son père l'a forcée à rompre avec Toby. En plus d'avoir mis sa fille enceinte, ils n'avaient pas vraiment le même niveau social. Toby habitait dans une caravane alors que les Pandos vivaient dans un quartier résidentiel sécurisé appelé Kingsmill. Jennifer a très mal supporté la séparation, d'autant plus que Toby s'est remis avec Cory. Pour finir, Jennifer avait déjà fugué une fois auparavant, donc sa disparition n'a pas vraiment étonné. Enfin, les premiers jours. Aussi étrange que cela puisse paraître, les Pandos vont attendre 3 jours avant de se rendre à la police pour signaler la disparition de leur fille. Le jour de la disparition de Jennifer, son père est quand même allé voir les gardiens de la résidence, il y en a un de chaque côté de la résidence, pour voir si ils avaient vu passer Jennifer ce soir-là, mais personne n'a rien vu. Donc à la police, ils expliqueront qu'ils ont fait comme dans la lettre en fait. Ils ont dit aux amis de Jennifer et à l'école qu'elle était malade, ils sont allés travailler, mais Jennifer n'a pas appelé. Ron dépose des avis de recherche, et la police interroge les amis de Jennifer, qui s'accordent tous à dire qu'elle a certainement fugué. La police cherche également à savoir qui pourrait être la figure paternelle, qui a priori écrit la lettre, et un nom revient assez souvent, celui de Kerry Hendricks. Jennifer faisait du babysitting pour lui et gardait de temps en temps son fils de 1 an, dont il avait récemment obtenu la garde. La rumeur court qu'il laissait venir aussi les copines de Jennifer, et qu'il leur achetait même de l'alcool. Le père de Jennifer est allé lui poser quelques questions. La police est allée également inspecter son domicile. Aucune trace de Jennifer. Écrite à l'encre rouge sur une feuille provenant d'un carnet retrouvé dans la chambre de Jennifer, la lettre interroge. Elle mentionne des informations personnelles, comme le rendez-vous chez le médecin, ce qui indique que c'est forcément une personne proche de Jennifer. Les formulations sont maladroites, et les ratures sont nombreuses, ce qui démontre que ça a pu être inventé sur le moment.
L'utilisation de citations. Si Jennifer avait des choses à dire, pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas écrites elle-même ? La police pense que cette lettre avait pour but de retarder l'enquête et de justifier la disparition de Jennifer. Mais alors, qui a écrit cette lettre ? Une étude graphologique a été menée qui exclut le fait que cela puisse être Jennifer qui l'ait écrite ou bien Ron, son père. Par contre, elle révèle que la mère de Jennifer pourrait être la personne qui a écrit la lettre. Donc si c'est bien elle qui a écrit la lettre, c'est qu'elle sait ce qui est arrivé à sa fille. Et elle essaye de protéger qui en écrivant cette lettre ? Son mari ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a complètement chamboulé cette famille. Ron et Margie divorceront fin 90, soit 3 ans après la disparition de Jennifer. Vous ne rêvez pas, nous sommes maintenant en 2006. Une nouvelle enquêtrice est chargée de l'affaire Pandos. Mais étrangement, le dossier de Jennifer a disparu. Donc elle n'a pas d'autre choix que de reprendre tout à zéro et de prendre contact avec les amis de l'époque de Jennifer et aussi sa famille, afin de réentendre tout ce qu'ils ont à dire. Stephen, le frère de Jennifer, ne parle plus à ses parents. Il est persuadé, au vu des informations qu'il a pu avoir de la police à l'époque, que c'est son père qui a tué sa sœur et que sa mère a écrit cette lettre sous la contrainte pour essayer de noyer le poisson. Le 10 mars 2007, Margie Pandos contacte l'enquêtrice qui s'occupe désormais du dossier de Jennifer, pour lui dire qu'elle a retrouvé la lettre. L'enquêtrice pense que c'est une copie de la lettre, puisque la vraie lettre est censée être dans le dossier qui a disparu. En fait, on sait concrètement aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé. Pour résumer, la police a très mal fait son travail. La lettre originale n'est jamais sortie de chez les Pandos. En 2008, Ron Pandos, le père de Jennifer, est incarcéré dans l'Oklahoma pour escroquerie. En prison, on le fait passer au détecteur de mensonges. Il le rate totalement, c'est un gros fiasco. Il est donc interrogé et après plusieurs heures, il finit par dessiner un plan avec une croix dans les bois et indique qu'il peut les emmener au corps de Jennifer. Mais à peine quelques minutes plus tard, il se rétracte. Ron Pandos a rejoint la guerre du Vietnam en 1968. Il était mitrailleur en hélicoptère. En rentrant, il a passé son diplôme de comptable. Stephen se souvient d'un père autoritaire et parfois violent avec ses enfants. Il se souvient aussi que quand il les frappait, leur mère restait toujours à l'écart. Après son divorce, il a vendu son cabinet et il est parti s'installer au Texas. Stephen a contacté une amie de sa sœur, Sharon, qui lui a expliqué que Jennifer l'avait appelé le soir de sa disparition et que son père lui a demandé à plusieurs reprises de raccrocher le téléphone. Alors, une dispute aurait-elle éclaté ensuite ? Le lendemain, Margie, la mère de Jennifer, est elle aussi interrogée par la police. Elle crie son innocence et indique à la police que même si c'était Ron, elle ne l'a pas aidé et répète qu'elle ne sait toujours pas ce qui a pu se passer ce soir-là. Alors on fait venir des chiens renifleurs qui inspectent la maison des Pandos et qui s'arrêtent bizarrement au vide sanitaire. Des trous sont creusés, mais RS. La police est allée voir à l'endroit de la croix et il n'y avait rien. Et tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut rien faire contre lui. À ce jour, Ron Pandos est remarié pour la 3e fois. Il est enfin libre et continue de clamer son innocence. Rebondissement à un matin de 2018, le dossier de Jennifer Pandos est étrangement retrouvé dans un carton dans la salle des pièces à conviction du poste de police. C'est à ce moment-là qu'on se rendra compte que c'est une copie de la lettre qui se trouve dans le dossier. Il révélera également que contrairement à ce que les nouveaux enquêteurs pensaient, les parents de Jennifer ont été très actifs lorsque leur fille a disparu. Un nouveau protagoniste apparaît également dans ce dossier. Il s'agit de Charlie May. Charlie May est un manchot SDF et ami de Tony Tobler à l'époque où Jennifer a disparu. Il a été interrogé à la disparition de Jennifer et il a indiqué que Tony Tobler lui avait une fois demandé comment se débarrasser d'un corps et qu'il lui aurait répondu que le plus simple était de le mettre dans un baril d'acide. Mais il a également expliqué qu'il n'avait pas du tout prêté attention et qu'il pensait que c'était juste une blague. Lui aussi faisait partie de ceux qui ont cru que Jennifer avait réellement fugué. Alors en août 2019, Charlie May et Tony Tobler ont tous les deux été convoqués à une audience secrète à Williamsburg, devant un grand jury. On ne sait pas ce qu'il en est ressorti de cette audience, étant donné que l'enquête est toujours en cours. Stephen est allé rencontrer Charlie. Il lui a expliqué que quelque temps après que Tony lui ait demandé comment on pouvait se débarrasser d'un cadavre, Tony lui aurait avoué que le petit problème dont il lui avait parlé était réglé. Il avait fini par lui dire qu'il s'était disputé avec Jennifer, qu'il l'avait frappée et qu'elle s'était cogné la tête. Mais il maintient que même avec ces détails, il n'avait pas cru à ce qu'il lui racontait. Alors, peut-on vraiment faire confiance à Charlie ? Mais nouveau rebondissement en 2020. La police demande à la famille Pandos des échantillons d'écriture de Tony et Jennifer. Et la mère de Jennifer, par miracle, retrouve une boîte de chaussures remplie de lettres manuscrites de Tony
et de Jennifer. Le frère de Jennifer les remet à la police, et puis surtout, il engage de son côté un graphologue, auquel il va soumettre les échantillons d'écriture de Tony Tobler, de Jennifer, mais également de ses parents. Ensuite, il y a 2 lettres particulièrement qui ressortent du lot. Et je vais vous les lire parce qu'elles sont très intéressantes. La première lettre date du 11 octobre 1986. Pour recontextualiser un peu, c'est 2 mois après l'avortement de Jennifer et après leur rupture également. J'ai des marques sur les bras, sans parler des bleus quand tu m'as jeté sur le lit. J'espère que t'es content. Ne me balance plus jamais comme une vulgaire traînée. Rappelle-moi, fais ce que tu dis. Je t'ai dit que je me fichais qu'il soit 2h du matin. Rappelle-moi quand tu promets de le faire. Arrête de me mentir. Je sais que tu ne peux pas te retenir d'approcher Cory. J'ai bien compris que tu ne voulais pas que j'aille à la galerie marchande avec toi parce que tu avais déjà prévu d'y aller avec Cory. Voici maintenant la seconde lettre. Elle est datée du 9 février 1987 à 19h42, soir de la disparition de Jennifer. Tony, quoi de neuf? J'imagine que tu es chez Cory en ce moment. Peu importe. Je t'écris pour te dire que tu n'aurais pas dû me mentir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour te faire mal comme tu m'as fait mal en mentant. Mais crois-moi, ce ne sera pas agréable. Je crois que je vais te rendre un immense service. Ne me demande pas quoi, parce que je ne t'en parlerai que quand ce sera le moment. Mais sache que cet immense service que je vais te rendre risque de t'étonner. Enfin bref, je voulais juste te dire que tu vas payer pour ton mensonge. Alors qu'est-ce qu'a fait Jennifer? Qu'est-ce qu'a fait Toby? Ça malheureusement, ça reste un mystère. Quoi qu'il en soit, je trouve que cette lettre renforce bien l'idée que Tony Tobler est un suspect à part entière dans cette histoire. D'autant plus que la graphologue engagée par Steven a rendu ses conclusions. Elle exclut totalement ses parents. Par contre, elle ne peut pas exclure Tony, ce qui renforce encore plus le doute. Pour finir, je voulais juste vous mentionner le fait que, à l'heure actuelle, Tony et Cory sont mari et femme. Il n'a pas été inculpé dans le cadre de la disparition de Jennifer, et l'enquête est toujours en cours. Jennifer, après avoir pris des nouvelles de sa grand-mère, décide d'appeler Sharon. Mais son père lui aussi a besoin du téléphone ce soir-là, alors elle lui demande gentiment de raccrocher une première fois. Il attend quelques minutes, puis réitère. Voyant que rien ne change, il décide d'aller directement récupérer le téléphone dans la chambre de sa fille. Et là, une dispute éclate. Jennifer se sent privée de liberté, elle a de la rancœur contre son père qui l'a obligée à se séparer de Tony. Le téléphone, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et des 2 côtés. Et à l'entente de mots blessants venant de sa fille, Ron la frappe. Elle tombe mal et elle se brise la nuque. Nuit d'horreur chez les Pandos. Ron décide alors d'aller réveiller sa femme et ensemble, ils élaborent un plan pour maquiller le meurtre et faire croire en la disparition de Jennifer. Margie écrira la lettre et Ron se chargera de se débarrasser du corps. Il la déposera alors dans le coffre de sa voiture et ira l'enterrer dans un bois. Comme imaginé dans la lettre, ils attendent 3 jours pour déclarer sa fugue à la police. Jennifer vient de faire un test de grossesse. Elle est enceinte. Encore. Elle a rendez-vous chez le médecin dans quelques jours et elle a très peur qu'il le découvre. Mais elle a encore plus peur de la réaction de ses parents. Elle garde le fils de Kerry ce soir-là et quand il rentre, elle est encore bouleversée par la nouvelle et elle se confie à lui. Il lui propose alors son aide. Il lui dit qu'elle ferait mieux de disparaître quelque temps pour réfléchir. Et il lui écrit la lettre. Il connaît un endroit, une cabane dans les bois, où elle pourrait rester quelques jours. Alors, le soir du 9 février, après avoir écrit une dernière lettre à Tony, lui avouant un demi-mot ce qu'elle s'apprête à faire, après avoir mangé avec ses parents, appelé sa grand-mère et sa copine Sharon, comme d'habitude, elle attend que ses parents s'endorment pour poser la lettre de Kerry sur son lit, passer par la fenêtre de sa chambre pour s'enfuir dans les bois, et retrouver son squat. Elle a besoin de réfléchir. Est-ce qu'elle peut avorter illégalement, c'est-à-dire sans l'aval de ses parents? Est-ce que Kerry pourrait l'aider? Et est-ce qu'elle a envie d'avorter d'ailleurs? Si elle gardait le bébé, Tony serait obligé d'assumer ses responsabilités et il romprait enfin avec Cory. Malheureusement, Jennifer n'aura pas beaucoup le temps d'y réfléchir puisque Kerry lui a fait croire qu'il comptait l'aider, mais ce qu'il va faire, c'est plutôt essayer d'abuser d'elle. Et en essayant de la violer, alors que Jennifer se débat, il va la tuer et aller l'enterrer dans les bois. Jennifer vient de faire un test de grossesse et elle est de nouveau enceinte. Elle essaie d'appeler Tony à 19h30, mais il n'est pas chez lui. Ça l'énerve. Alors elle lui écrit une lettre. Plus tard dans la soirée, après avoir appelé sa grand-mère et Sharon, elle le rappelle. Cette fois, il est chez lui. Alors, elle lui dit qu'il faut qu'il se voie parce qu'elle a quelque chose de très important à lui dire. Et ils se donnent rendez-vous à leur endroit habituel,
un endroit dans les bois non loin de chez Jennifer où elle peut se rendre à pied. Elle prend son sac à main, son manteau et passe par la fenêtre. Ces rendez-vous nocturnes sont habituels pour eux qui se voient en cachette depuis des semaines. Donc Tony ne se doute pas de ce que Jennifer va lui annoncer. Mais quand elle lui apprend, c'est la douche froide. Elle menace de le révéler à tout le monde s'il ne met pas fin à son histoire avec Corey. De là, une dispute éclate. Il la frappe, elle tombe mal et elle meurt également sur le coup. Alors, il cache son corps dans la forêt et il décide de se rendre chez Jennifer en repassant par la fenêtre ouverte et d'écrire une lettre faisant croire à sa fugue. Comme elle en a déjà fait une, cela n'étonnera pas vraiment ses parents et surtout, ça va retarder les recherches. Comme ça, il a le temps de se renseigner sur la marche à suivre pour la faire disparaître et sous les conseils de son ami Charlie, il la déposera dans un baril d'acide quelque part dans les bois ou dans une maison abandonnée. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu ? Est-ce la théorie 1, le drame familial ? La théorie 2, la fugue qui tourne mal ? Théorie 3, tuée par son ex ? Ou théorie 4, la vôtre ? Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet « Communauté » de ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau Cold Case.